Et donc, bonjour et bienvenue dans cette session et cet échange sur le yoga qui nous accompagne tout au long de notre étape de vie de femme et aussi quand on est en transition vers la ménopause, en préménopause et puis en ménopause. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de ménobrain, de clarté, de concentration, en tout cas de notre cerveau. Et c'est vrai que en yoga, on peut avoir l'idée, enfin, aussi très souvent, enfin, du yoga, des postures, des asanas, etc. Mais finalement, il y a une grande aussi attention qui est portée à l'état aussi de notre esprit et ça peut faire et de notre mental et ça peut faire aussi bon le lien avec notre cerveau mais en anglais on fait la distinction entre mind et brain. Mais voilà, tout est aussi un petit peu lié, mais on va voir comment le yoga aussi peut nous accompagner. Et tout d'abord on va redonner enfin quelques points de compréhension sur ce qui se passe à la préménopause, à la ménopause, et notamment au niveau cognitif, au niveau des changements qui s'opèrent au niveau du cerveau. Mais dans une approche aussi que j'appelle bio-psycho-socio, aussi environnementale. Et ça peut faire le lien aussi, pour celles qui connaissent, avec le modèle des koshas en yoga. Mais on va parler un petit peu de tout ça et commencer un petit peu plus par l'aspect, on va dire, scientifique, physiologique, biologique, etc. Pour faire après le lien avec ce que nous enseigne le yoga, l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. Et puis, on aura une petite pratique. Et on aura aussi le temps pour les échanges. Donc, si vous avez des questions, enfin, vous pouvez le noter dans le chat ou alors simplement lever la main. Et puis, et on aura du temps aussi après. Je rappelle juste aussi, il y a une formation qui arrive aussi en novembre qui est vraiment dédié à l'approche holistique du yoga, de l'Ayurveda pour nous accompagner en période de préménopause et de ménopause. Et vous pouvez y accéder, enfin, si vous êtes pratiquante depuis un certain temps et que ce sujet vous intéresse, et si vous souhaitez aussi ensuite enseigner, accompagner les femmes dans cette période. Et on va voir qu'il y a un besoin qui est énorme. Et déjà pour toi aussi, pour sa pratique personnelle, ça va nous aider. Et donc, certaines me connaissent aussi déjà, d'autres peut-être un petit peu moins. Et donc, je vais me présenter et là, je laisse la présentation à l'écran pour ne pas avoir à faire des allers-retours tout le temps, mais vous me verrez aussi, vous verrez mon visage après. Euh, Celles qui sont pas là en direct. Donc, je suis Aurélie Maire et je suis professeure de yoga, praticienne en Ayurveda et formatrice et auteure. Et je suis vraiment spécialisée aussi sur tout le côté féminin. Donc, certains me connaissent plus aussi par rapport au cycle, par rapport à l'endométriose et également par rapport à la préménopause, la ménopause et certaines problématiques aussi euh, du féminin, notamment quand il peut y avoir aussi des fois des cancers ou une fatigue chronique liée peut-être aussi à un long Covid, etc. Donc, il y a des choses aussi des fois un petit peu plus complexes qu'on aborde avec les personnes que j'accompagne par le biais de la yoga thérapie et de l'Ayurveda. J'ai aussi un parcours qui est scientifique, de biochimiste, et puis ingénieur en nutrition humaine. Et donc, j'aime bien toujours faire le lien avec cette compréhension finalement de notre corps féminin et de la bio-intelligence aussi de notre corps, reliée avec l'application pratique du yoga, de la yoga thérapie, de l'Ayurveda, de notre environnement, de la nature. Et je suis vraiment passionnée aussi par partager tout ça. Et la préménopause, la ménopause, donc c'est vraiment pas nouveau pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2013, euh, j'ai déjà été aussi, on va dire, exposée un petit peu euh, au sujet de la préménopause et de la ménopause. Pourquoi? Parce que j'ai eu un diagnostic d'endométriose et à l'époque aussi, enfin,
très vite. Il peut y avoir, enfin, on peut nous proposer aussi des traitements hormonaux, voire des traitements aussi de ménopause artificielle. Et donc, j'avais commencé à faire des recherches déjà sur le sujet. Et ensuite, j'ai accompagné aussi beaucoup de personnes qui avaient de l'endométriose et qui pouvaient aussi avoir des traitements et des symptômes quelque part de ménopause. Donc, en fait, c'est ça qui m'a amené déjà, il y a vraiment plus de 10 ans à explorer vraiment ce sujet pour accompagner, enfin, et soutenir de manière intégrative par le yoga, à nouveau, la yoga thérapie, l'ayurveda. Et, euh, et puis après, bon, ça fait un petit peu son chemin. Je suis moi-même entrée aussi en préménopause. Et, euh, et c'est vrai que enfin, quand on le vit, quand on a aussi cette expérience vécue, on voit aussi que ça peut avoir une influence sur déjà sa vie sur tous les niveaux et également sur sa pratique de yoga et même sur son rôle d'enseignante pour celles qui sont enseignantes. Et je fais le lien aussi avec le Menobrain et on va voir un petit peu, enfin, on va en parler là maintenant aussi, d'un point de vue aussi plus à nouveau bio-psycho-social. Et ce qui se passe en fait, enfin, Menobrain, c'est un mot en fait en anglais qui a été donné pour vraiment les changements qui s'opèrent au niveau cognitif, au niveau de notre cerveau, autant au niveau de sa structure que de sa biochimie, durant cette période de préménopause et de ménopause, post-ménopause. Et on peut avoir aussi durant cette période différents changements, différentes manifestations, comme ce qu'on appelle le brain fog ou un brouillard cognitif, un brouillard cérébral. On peut se sentir qu'on fonctionne un petit peu au ralenti, qu'on a du mal à prendre des décisions, qu'on a du mal peut-être à se souvenir aussi de certaines choses. Et je vois aussi beaucoup avec les élèves que j'accompagne ou qui sont dans mon cours. euh, Certaines peuvent avoir tendance à oublier des fois enfin, le tapis de yoga ou certaines choses, ou se sentir vraiment pas elles. Elles ont l'impression de fonctionner au ralenti ou de pas être vraiment au top de leur capacité. Peut-être aussi que ça, voilà, vous le ressentez, vous l'avez ressenti, vous le ressentez encore. Et, euh, et ça peut amener vraiment beaucoup de questionnements parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. Pour certaines personnes, ça peut être aussi beaucoup plus d'anxiété, d'angoisse qui arrive alors qu'il n'y a pas forcément non plus euh, de situations qui font que on devrait ressentir cela. Pour d'autres, c'est plus de dépression. Et c'est vrai qu'à cette période charnière de vie aussi, pour les femmes, il peut y avoir beaucoup plus de phénomènes de dépression et ça peut être dû à la ménopause. C'est pas, et c'est vrai, il peut y avoir des traitements qui sont donnés en fait pour la dépression, mais c'est plus en fait la ménopause ou la préménopause qui est là. Et il y a un petit peu une confusion qui peut se faire. Donc c'est important aussi d'avoir cette éducation et voilà, de faire le lien avec cette période aussi de vie. Et au niveau du cerveau, ce qui se passe, et enfin, du corps, du cerveau, enfin, c'est que on va parler de trois choses là. C'est la baisse des oestrogènes, un changement aussi dans l'utilisation de l'énergie pour le cerveau. Et il a besoin d'utiliser beaucoup de glucose, notamment de sucre. Et il y a une modification aussi de la structure, de la connectivité enfin, cérébrale. Ce qui fait que ça explique aussi pourquoi on ressent tous ces changements. Et c'est pas dans notre tête, enfin, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc avec la baisse des oestrogènes notamment, euh, il va y avoir une baisse aussi de la production de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, c'est des messagers chimiques finalement qui nous soutiennent de différentes façons. En fait, on a la sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone du bien-être, et elle va soutenir notre humeur, également notre sommeil. On a la dopamine qui est plus liée à tout ce qui est motivation, concentration, attention. Et donc, quand on peut sentir aussi, enfin,
peut-être plus au ralenti et que on a du mal à faire des choses qu'on aimait bien même avant. Ou alors on sait qu'on doit le faire, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se motiver et on n'arrive pas à se concentrer. Euh, on ne sait pas par où commencer. Et puis, en fait, enfin, c'est pas de la procrastination, mais on ressent vraiment que waouh, on a du mal en fait. Et des choses qui pouvaient prendre quelques minutes, enfin, deviennent aussi assez, des fois soudainement, beaucoup plus compliquées. Et on a un autre neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, qui est plus lié aux fonctions de mémoire euh, et d'apprentissage. Donc, et quand on a cette baisse en fait des oestrogènes, ça va impacter aussi directement cette production et cette utilisation des neurotransmetteurs, ce qui fait que ça a un impact aussi vraiment direct sur notre mémoire, notre équilibre émotionnel, également le sommeil, notre attention, notre concentration, etc. Et les oestrogènes, enfin, ils jouent des rôles aussi de manière à transformer aussi certains processus et notamment d'aider en fait à bien utiliser et répondre, enfin, certains éléments pour répondre aux besoins énergétiques aussi très élevés du cerveau. Euh, Ils aident aussi du coup indirectement à réparer aussi l'ADN de nos cellules et avoir un effet aussi antioxydant protecteur aussi pour toutes nos cellules également dans notre cerveau. Et ce qui fait aussi qu'il voilà, il peut y avoir aussi un vieillissement qui se fait s'il y a un processus aussi oxydatif qui se fait. Et comme il y a moins d'oestrogènes aussi, on a moins cet effet protecteur. Ce qui fait que à la ménopause, post-ménopause, il peut y avoir aussi des risques plus élevés, euh, sa santé, on va dire, cognitive, mentale aussi. Mais on a des choses qu'on peut vraiment mettre en place aussi pour préserver finalement notre santé à ce niveau-là. Comme je disais aussi, il va y avoir un changement au niveau du métabolisme énergétique au niveau du cerveau. Donc, notre cerveau, il utilise principalement du sucre, du glucose comme carburant. Il en utilise beaucoup pour fonctionner. Et quand on est dans cette période de ménopause, il va devenir moins efficace pour utiliser le glucose. Ce qui fait qu'en fait, on peut ressentir aussi enfin, plus de fatigue mentale, de brouillard cognitif et sentir aussi que finalement, on tourne un petit peu au ralenti, on est un petit peu bizarre, on n'est pas comme avant, on peut oublier des choses aussi, ne pas avoir envie peut-être de sortir. Enfin, on a aussi du mal à s'y mettre, etc. Mais on utilise moins bien finalement l'énergie parce qu'on en a moins aussi disponible. Et le cerveau va utiliser aussi d'autres choses, et on va pouvoir l'aider aussi en cela. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il y a une modification aussi de la connectivité cérébrale. Et en fait, il y a une réorganisation qui se fait au niveau de la structure et au niveau des fonctions, au niveau du cerveau. Et quand il y a ces changements aussi et ces fluctuations hormonales qui se font, ça peut impacter aussi certaines zones clés au niveau du cerveau, et notamment trois zones qui sont l'hippocampe, et l'hippocampe est relié à notre mémoire, au cortex préfrontal, qui est lié aussi à notre capacité à planifier des choses, à gérer des choses, à se concentrer, etc. Et à l'amygdale qui joue un rôle aussi sur notre régulation émotionnelle, sur notre équilibre émotionnel. Et là, je vois aussi, enfin, il y avait cette période de rentrée. Et autant moi que d'autres professeurs aussi, enfin, avec qui voilà, on évolue, on est en formation, etc., ou des femmes que j'accompagne aussi, ils me disaient enfin, qu'elles ont du mal aussi avec cette rentrée à planifier certaines choses, à se concentrer. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de sollicitations pendant cette période. Il y a un petit peu tout qui s'agite. On est dans une phase aussi de transition, on va en parler au niveau de la saison et puis au niveau un petit peu de ce côté d'énergie de la rentrée. Et quand on a encore en plus ces fluctuations hormonales qui sont là, eh ben, on peut être un petit peu, enfin, se sentir
un peu à côté des fois de la plaque ou se dire oh, je ne fonctionne pas comme, voilà, comme je le faisais avant et avoir un petit peu plus de mal. Et c'est OK. Et quand on comprend aussi ce qui se passe, ben, on comprend que finalement, on peut soutenir et donner les meilleures conditions aussi au corps et au cerveau pour ça. Et ça peut être déjà, enfin, de dire, OK, je sais ce qui se passe, de prendre à nouveau du temps pour soi et de voir aussi comment on peut ne pas se laisser aussi trop happer par les stimuli externes aussi, etc. Et c'est vrai que quand on a et quand on vit ça, ça peut être assez bouleversant et ça peut avoir un impact déjà au niveau de son, aussi de son, comme je disais, de son équilibre émotionnel, de ses capacités, on va dire, cognitives. On peut se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive finalement? Enfin, et ça peut avoir un impact aussi, une influence sur l'estime de soi où on peut commencer à avoir des doutes. On sent enfin, des doutes dans sa vie, peut-être dans son couple, dans sa famille, dans ce qu'on fait, dans ses cours de yoga aussi, quand on est professeur. Et puis au niveau du travail, au niveau professionnel. Donc là, je vais parler un petit peu plus aussi de ce qui peut se passer au niveau du travail, si on est aussi enfin, thérapeute, professeur de yoga ou autre. Enfin, c'est aussi ce qu'on peut des fois ressentir quand on est indépendante, en tout cas. Et au niveau on va dire, de son épanouissement professionnel, ça a un impact. Et on en parle de plus en plus, et heureusement, mais encore pas assez. Mais ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est cette fatigue et ce brain fog, ce brouillard cérébral qui vont rendre plus difficile à la fois la concentration et la réalisation de tâches, de choses qui avant finalement ne nous demandaient pas forcément autant d'énergie. On a l'impression que ça nous demande plus d'énergie, on est moins concentré, il y a moins d'attention, etc. Et on peut se dire, bah, il me faut plus de temps pour ça. Et du coup, on a l'impression pour certaines aussi euh, ben, de pas fonctionner, entre guillemets bien sûr, mais comme on devrait, ou comme on voudrait. Et certaines aussi disent que parfois elles doivent refaire les choses, elles n'arrivent pas à le faire peut-être du premier coup, ou elles doivent le faire en plusieurs fois. Et je disais aussi, je pense cette semaine aussi dans un mail que j'avais dû m'y reprendre aussi moi-même à plusieurs fois pour finaliser un mail. Et voilà, c'est parce qu'il y a toute cette énergie, tout ce changement qui s'opère aussi. Pour certaines aussi, c'est que elles ont du mal notamment à tenir l'après-midi. Il y a une fatigue qui est là, mais aussi une fatigue mentale et cognitive. Et elles auraient besoin de se reposer ou de dormir. Et elles ont du mal à se souvenir, par exemple, de ce qui est dit en réunion dans l'après-midi ou même le matin. Et elles ont besoin de tout noter, etc. Et puis, du coup, ça peut avoir un impact aussi sur ben, cette capacité à se concentrer et à prendre des décisions aussi quand il le faut. Il faut peut-être un petit peu plus de temps et c'est vrai que ben, soi-même, on sent que c'est un petit peu différent et on peut avoir peur ou une appréhension que les autres autour aussi le ressentent. Et parce qu'on voit pas les choses. Et enfin, voilà, ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'intérieur. Des fois, si, s'il y a peut-être des bouffées de chaleur et qu'on commence à transpirer, à être rouge, euh, voilà, quand on est peut-être en cours, quand on est en réunion, quand on est avec quelqu'un. Et j'avais une personne qui me disait aussi cette semaine qu'elle travaille avec des personnes qui sont enfin, assez jeunes. Et elle avait des bouffées de chaleur, donc elle est devenue toute rouge, à transpirer. Et puis, ils lui ont demandé, mais ça va, qu'est-ce qui se passe? Enfin, et elle a dit, non, non, c'est bon, c'est hormonal, c'est comme ça voilà, quand on est euh, voilà, à mon âge aussi quelque part. Enfin, c'est simplement hormonal, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça peut être assez embarrassant de devoir expliquer, mais c'est vrai que les autres personnes ne comprennent pas forcément non plus, ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'il y a toujours encore un tabou dans notre société à ce niveau-là. Il y a des conversations qui changent, et bien heureusement, mais on peut ressentir un petit peu seul aussi dans tout ça. Et il y a vraiment un impact qui est ressenti, en tout cas aussi. Je parle beaucoup du travail là, mais c'est aussi dans les relations, par exemple, de couple, etc. Mais euh,
En fait, pour 2 femmes sur 5 dans une étude qui est parue récemment, en fait, enfin, elles disaient que leurs symptômes avaient eu un impact significatif sur leur travail, et je sais que c'est le cas aussi pour plusieurs des cas, euh, où pratiquement, enfin, la moitié aussi ont dû prendre un jour d'arrêt à cause des symptômes qui sont liés à la ménopause. Donc, ça peut être la concentration, ça peut être la fatigue, ça peut être les bouffées de chaleur ou autre. Et 10% aussi ont dû quitter leur emploi. Et c'est vrai qu'à cette période de vie, enfin, on peut avoir des responsabilités qui sont peut-être plus importantes. On a des choses à transmettre aussi. On a vraiment, enfin, euh, aussi dans les sociétés, enfin, un rôle vraiment très important à jouer. Et quand on ressent aussi tout cela et qu'on se dit, ben, et qu'on est amené finalement à quitter son travail parce qu'on sent qu'on n'est peut-être plus aussi performante ou que l'environnement n'est pas adapté et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et qu'on en arrive à quitter son emploi, déjà, enfin, c'est un impact sur sa vie, en tant que femme, mais c'est un impact aussi pour, on va dire, les sociétés, les organisations qui ont besoin aussi de nous. Et puis d'autres euh, vont peut-être avoir aussi des prises de conscience, des réalisations, envie d'avoir un petit peu, de donner plus de sens à leur transmission, à ce qu'elles ont envie de faire, d'être plus alignées aussi, euh, et vont passer par une reconversion. Mais en tout cas, voilà. Euh, il y a ces changements aussi qui s'opèrent. Et, euh, et aussi, il y a d'autres chiffres aussi. Enfin, ça, c'est plus en Grande-Bretagne, où en fait, là, c'était 42% aussi qui ont envisagé de quitter leur emploi à cause des symptômes. Et puis, euh, presque 1 million de femmes aussi au Royaume-Uni qui ont vraiment quitté aussi leur emploi en raison des symptômes. Mais voilà, chacune va le vivre aussi différemment. Il y en a qui vont le passer très très bien. C'est vrai que selon l'Ayurveda, on emmène aussi avec soi durant cette transition hormonale et à la ménopause, peut-être tout ce qu'on n'a pas réglé aussi auparavant. Et le rythme aussi qui nous est imposé par cette société, là, toujours assez performante et au top, etc., fait qu'il peut y avoir une incompréhension et un décalage, et qui fait il y a ça, plus ce besoin de plus de sens, d'alignement, qui fait que ben, on se dit, ben, ok, je quitte le milieu du travail peut-être traditionnel, je vais aller peut-être vers autre chose, je vais faire une reconversion euh, totale des fois, ou être indépendante, etc. Mais ça a un impact en tout cas, et on n'en parle pas encore assez. Mais en tout cas, on va voir aussi qu'au niveau du yoga d'Ayurveda, ben, ça peut nous soutenir de manière très globale et amener un changement, une évolution, aussi un shift dans les conversations et dans la manière dont on aborde aussi cela. Et donc là, on voit aussi que cette période de préménopause, de ménopause, c'est un continuum en fait, c'est une transition. C'est pas un arrêt, c'est juste une transition hormonale avec des fluctuations hormonales. Il y a une réorganisation du corps, finalement, une adaptation qui va se faire. C'est vrai que ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour certaines femmes, enfin, on peut être aussi en transition hormonale pendant plusieurs années, voire des années, etc. Et puis en ménopause après, enfin, il y a un recalibrage aussi qui va se faire. Il y a des changements qui se font au niveau plus structurel, au niveau du corps aussi. Enfin, euh, peut-être la répartition aussi euh, de la masse graisseuse, enfin, des muscles, des os, etc. Au niveau neurochimique aussi, au niveau de notre cerveau, avec notre mémoire, concentration, mémoire, etc. Mais c'est aussi une transition de saison. Et quand je dis saison, donc, on passe à l'automne bientôt, mais euh, dans cette transition, peut-être qu'en préménopause, c'est un petit peu comme cette période d'automne, période de ménopause d'hiver, et en post-ménopause, finalement, on arrive vers un second printemps. Et en tout cas, c'est la philosophie à la fois de la médecine traditionnelle chinoise et de l'Ayurveda. On va en parler un petit peu. C'est un peu une période de renouveau, pour se reconstruire aussi, où en fait, on passe
de prendre soin des autres pour plus prendre soin de soi aussi. Et dans notre société aussi, encore, si on a des responsabilités peut-être professionnelles, encore familiales, il y a peut-être des enfants qui sont encore à la maison ou dont on s'occupe, des parents aussi plus âgés dont on s'occupe, ou peut-être des petits-enfants, etc. Donc, on est quand même dans cet entre-deux, mais cette période nous amène aussi peut-être à plus d'introspection en tout cas d'avoir plus le temps, peut-être aussi de la nécessité de prendre soin de soi. Et puis, comme on l'a vu, ça peut être une transition professionnelle aussi pour certaines, ça peut être une pause, euh, une reconversion, carrément une nouvelle carrière ou tout autre. Et puis, ça peut être des transitions, on va dire, de vie aussi, où il peut y avoir des grands changements qui s'opèrent. Pour certaines, et on le voit, il y a ce besoin de se reconnecter à sa nature, à soi et à la nature. Donc, il peut y avoir des déménagements vraiment au plus proche de la nature aussi. Ça peut être des séparations. Ça peut arriver aussi bien souvent parce que on se réaligne aussi à ses besoins intimes, à peut-être des projets qu'on avait laissés de côté et qu'on veut reprendre. On se réaligne à ce qui fait sens avec soi, ce vers où on veut aller. Et du coup, il y a des fois aussi, ben, on lâche prise sur des choses. C'est le moment aussi de l'automne pour aller vers ce renouveau de soi aussi. Donc, il y a cette évolution qui se fait aussi de la période menstruée à la période non menstruée, finalement, où on va vraiment conserver nos ressources, les préserver et notre énergie, toute l'énergie qui était mobilisée pour le cycle, les fluctuations hormonales, les menstruations, selon aussi l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, va être pouvoir utiliser différemment. Différemment, ça peut être déjà, enfin, pour soi, se réaligner à soi avec ce que l'on souhaite, etc. Aussi pour garder sa vitalité le plus longtemps possible et sa longévité et également peut-être pour aller vers plus d'accompagnement, de transmission, de faire des projets qui nous tiennent vraiment à cœur, peut-être aussi certaines causes, etc. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de conserver nos ressources à tout point de vue et peut-être de les mobiliser différemment parce qu'elles sont plus utilisées, mobilisées par les menstruations qui demandaient aussi beaucoup d'énergie. Et il y a une évolution aussi qui est nécessaire, qui est en train de se faire dans le monde occidental, mais finalement qui existe depuis toujours euh, dans les sociétés plus orientales et asiatiques, notamment avec la médecine traditionnelle et l'Ayurveda, qui considèrent vraiment cette période de préménopause, de ménopause comme une continuité où on va vers beaucoup plus de sagesse et ce renouveau. En fait, c'est une phase, c'est une autre phase de vie finalement, où, et qui n'est pas vue négativement. Et justement, les personnes qui sont peut-être plus mûres, qui ont cette expérience, qui ont cette maturité, sont vues vraiment comme des personnes de sagesse, qui sont respectées, honorées. Enfin, c'est vraiment quelque chose de positif de passer dans cet âge qu'on appelle aussi en Ayurveda l'âge d'or, en médecine traditionnelle chinoise ou en tout cas dans la culture asiatique aussi plus la période du second printemps parce qu'il y a une renaissance qui se fait aussi. Nos rôles peuvent un petit peu changer comme on l'a un petit peu abordé. Ça, on le voit aussi un petit peu plus, enfin, plus intensément, en tout cas, et en profondeur dans notre formation. Et il y a une évolution enfin, qui peut se faire au niveau de notre pratique de yoga aussi. Pourquoi? Parce que nos besoins évoluent, nos corps évoluent et demandent peut-être enfin, des choses différentes, des adaptations, des évolutions. On a peut-être besoin aussi de plus de profondeur, de douceur. On a besoin aussi de renforcer certaines choses et c'est pas forcément de faire du bodybuilding et de porter des gros poids, mais on peut le faire vraiment avec beaucoup de conscience et d'interoception
et de travailler vraiment cette force et cette résilience en profondeur pour maintenir notre vitalité finalement le plus longtemps possible et puis aller vers ce bien euh, healthy aging, donc cette longévité en bonne santé globale. On peut avoir aussi besoin peut-être de plus d'introspection. On peut être amené aussi à aller peut-être plus vers des pratiques plus introspectives, plus de méditation, plus de profondeur aussi dans sa pratique. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens aussi. Je sens que ma pratique, autant posturale que même de philosophie du yoga ou autre, est beaucoup plus profonde et me soutient vraiment beaucoup mieux. Et il y a peut-être aussi un chemin de spiritualité aussi qui s'ouvre, un éveil aussi qui se fait sur ben, sa place aussi euh, dans cette vie, comment on veut aussi vivre sa vie, aussi dans les prochaines années avec beaucoup de sens, d'alignement. Et, euh, et finalement, on se rapproche de qui on est. Et c'est ça aussi qui est intéressant, on en parlera aussi un petit peu plus. Mais en tout cas, il y a ces besoins qui évoluent et qui sont nombreux. Donc, euh, il y a énormément de femmes qui sont concernées par la préménopause et la ménopause. Chaque année, là je parle de la France, il y a 500 000 femmes qui vont rentrer progressivement aussi dans la ménopause et plus de 17 millions de femmes de plus de 45 ans qui sont déjà concernées aussi par la ménopause. Et on voit que aussi, là, c'est un petit schéma, j'ai pas mis la référence, mais ça vient de Mira. Euh, on voit que finalement, on passe quand même près de 50% de notre vie en préménopause, ménopause, post-ménopause, ce qui est énorme finalement. Et c'est pour ça qu'en fait, notre pratique aussi de yoga, euh, enfin, tout ça doit nous soutenir aussi dans, dans, dans cette étape de vie, dans nos besoins qui vont évoluer, etc. Et c'est vrai que pour beaucoup de jeunes enfants, me voir, et même moi aussi, euh, j'ai une pratique qui est plus du tout la même que quand j'ai commencé le yoga en 2008. Euh, et je recherche d'autres choses que je retrouve pas forcément euh, dans les cours ou dans les propositions qu'il peut y avoir autour de moi. Et c'est là aussi où il y a un réel besoin également euh, ben, dans les cours de yoga, dans les studios, dans les centres et également dans notre pratique personnelle. On a besoin de ces espaces aussi pour nous soutenir, nous accompagner durant cette période où on recherche peut-être d'autres choses, on a besoin d'autres choses. Comme je disais, on emmène aussi avec nous ben, aussi toute une partie de notre vie et peut-être aussi ben, euh, des, enfin, pour certaines, enfin, ça peut être aussi des maladies chroniques ou des conditions chroniques qui sont là. C'est des expériences de vie, c'est peut-être aussi des fois des douleurs articulaires qui sont là ou autres. Et donc, aussi, notre pratique va évoluer. Mais on a vraiment besoin aussi de mieux comprendre les choses. Donc, c'est en ça aussi où je trouve que l'Ayurveda, le yoga, en tout cas, enfin, amène aussi une dimension assez positive et toujours de connaissance de soi pour pouvoir mieux se connaître, mieux se comprendre et adapter sa pratique en fonction de ce qu'on a besoin, retrouver un équilibre, préserver sa vitalité toujours. Euh, dans les cours, et voilà, on peut apporter aussi cela. Et c'est notre rôle également. Et la pratique, voilà, elle va évoluer, s'adapter aussi à ces transitions, à nos nouveaux besoins qui évoluent. Et il y a également cette dimension de communauté et d'environnement. Donc la pratique, finalement, enfin, on met toutes les conditions nécessaires pour soutenir le corps, le cerveau, l'esprit, etc. Mais également nos besoins psychologiques, nos besoins émotionnels, nos besoins d'appartenance, de partage, d'être soutenu, d'être ensemble aussi, avec voilà, des gens avec lesquels on se sent aligné, mais on met toutes les conditions aussi pour que le corps finalement fasse ce qu'il a à faire, soit soutenu dans ses transitions. Et, euh, et c'est ça qui est chouette et on peut le faire aussi ensemble. Et le fait de se retrouver aussi, enfin, euh, participe notamment à la production d'autres neurotransmetteurs qui participent à ce lien d'appartenance, de bien-être, etc.,
qui est aussi très, très, très important. Et donc là, on parlait de Menobrain. En fait, selon aussi les personnes, on a un parcours de vie qui est différent, des situations qui sont différentes, on a des besoins qui sont différents. Euh, et les sources de déséquilibre aussi qui peuvent être là peuvent être différentes. Les attentes peuvent être différentes. Donc, c'est pour ça qu'on a, et selon l'Ayurveda ou même la pratique de yoga thérapie, on va vraiment aussi avoir des pratiques qui nous sont personnalisées. Donc, on va pouvoir apprendre quelle pratique pour soi on va pouvoir utiliser d'une manière vraiment très globale, individualisée, centrée sur la personne. Et on parlait avant aussi un petit peu de bouffée de chaleur. Euh, donc là aussi, selon les personnes, il va y avoir des causes qui sont différentes. Il va y avoir des manifestations, des bouffées de chaleur qui sont différentes. Pour certaines, ça va être en journée. Pour d'autres, ça va être et ou bien sûr nocturne. Ou encore, il peut y avoir des frissons après. Et puis, quand on a cette connaissance aussi et cette compréhension de l'Ayurveda, finalement, qui peut être très simple, on va pouvoir mettre en place des choses et adapter pour nous soutenir de manière vraiment individualisée, plutôt que une approche, on va dire, protocolaire, qui est appliquée aussi pour tout le monde. Donc, et le fait aussi de savoir ce qui se passe, pourquoi, comment rétablir l'équilibre, comment nous soutenir, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et puis, de partager aussi tout cela ensemble. Puis en pratique, on a différents outils aussi pour nous soutenir. Bon, on a l'Ayurveda dont on parle un petit peu plus aussi dans la formation ou autre, ou dans les accompagnements et dans les cycles de cours. Mais on a les yamas et les niyamas. On a les bhavas qui sont plus les attitudes par rapport à la vie, à nos expériences de vie. On a les postures de yoga, des respirations, des méditations, des visualisations. On a les mudras avec la position des mains qui nous soutiennent, mais d'une façon enfin, merveilleuse aussi, aussi pour notre concentration, avoir de la clarté, pour la mémoire, pour cet excès de chaleur qu'on peut avoir aussi, notamment avec les bouffées de chaleur haute, enfin, au niveau articulaire, plein, plein, plein de choses. On a des mantras aussi qu'on peut utiliser. Donc, il y a toute une palette aussi d'outils, de techniques dans lesquelles on va pouvoir piocher pour aussi adapter, personnaliser aussi sa pratique ou son enseignement aussi pour les élèves ou un groupe d'élèves. Et je pars toujours aussi du principe de less is more. Donc, c'est pas la quantité qui fait que, mais c'est vraiment l'ajustement par rapport aux besoins de la personne, du petit groupe de personnes aussi, et qu'on puisse l'incorporer sans se surcharger encore plus dans son quotidien. Et quand on a cette connaissance, vraiment, c'est hyper précieux. Et je vous donne aussi là, juste encore deux petites notions par rapport à la pratique. Parce que enfin, je suis dans des groupes aussi interdisciplinaires et des groupes de recherche scientifique. Et une personne avait présenté aussi ses travaux, notamment sur la plasticité du cerveau et le, le, le rôle de nos pratiques, en tout cas, par rapport à la plasticité du cerveau et ses effets sur le cerveau. Et notamment, il y avait la respiration, mais il y avait aussi la méditation ou autre. Et il y a deux notions dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui finalement sont assez naturelles aussi dans les enseignements du yoga et encore de l'Ayurveda, qui est euh, vraiment de s'aligner à la bio-intelligence du corps. Quand je dis du corps, c'est de tous nos corps, physique, mental, émotionnel, aussi le cerveau, bien sûr. Et on s'aligne à nos rythmes et puis à nos saisons intérieures et aussi extérieures, qui ont une influence aussi sur soi. Et ces études, en fait, avaient montré enfin, faisaient état aussi de deux éléments qui sont la chronotolérance, c'est-à-dire c'est la capacité finalement du corps ou du cerveau à accepter, en fait, ou à s'adapter aussi progressivement à une pratique sans inconfort et sans surcharge. Et je trouvais que c'était hyper intéressant et important. Pourquoi? Parce que
on a ce brain fog, qu'on se sent déjà fatigué, qu'on a du mal à se concentrer, euh, on a déjà peut-être cette sensation de surplus, qu'on n'est pas tout à fait soi, qu'il y a différentes choses qui se passent aussi en soi, etc. On n'a pas envie de surcharger encore plus. Et donc, c'est vraiment de travailler plutôt par micro-pratiques et d'augmenter peut-être progressivement la durée jusqu'à 15-20 minutes si on peut, mais plutôt de privilégier aussi des micro-pratiques et de le faire sans qu'on se sente fatigué, sans que ça nous fatigue encore plus, et de le faire plutôt régulièrement aussi. Donc, ça, enfin, c'est du bon sens, c'est ce qu'on fait aussi, je pense aussi assez intuitivement aussi dans notre pratique. Je trouvais aussi intéressant que ces travaux mettent en évidence cela. Et il y a une autre notion aussi de chronoefficacité, ça c'est lié aussi à notre cycle circadien de veille et de sommeil. Et l'étude montrait aussi que euh, il y avait une différence aussi dans l'efficacité finalement du moment de notre pratique, en fait, que selon l'objectif ou l'intention que l'on a, on va pouvoir pratiquer peut-être soit le matin, soit le soir pour optimiser aussi les bénéfices physiologiques euh, aussi que l'on va avoir par rapport à ces pratiques et que le moment de la journée où la pratique est réalisée a une importance. Et je l'ai vécu là cet été avec une personne qui avait des problèmes, enfin, qui avait eu oui, des problèmes aussi cardiovasculaires et d'AVC. Et en fait, on a travaillé aussi beaucoup plus sur la mémoire, la concentration, l'attention par des respirations le matin et certaines pratiques aussi de respiration, être restauratif aussi le soir pour optimiser finalement et mettre les conditions physiologiques naturelles pour le corps, pour le cerveau, pour récupérer, se régénérer l'ADN, etc. Et donc ça, c'était aussi suivi par l'équipe enfin, de prise en charge autour de la personne, etc. Mais en tout cas, l'étude, enfin, voilà, qui était présentée aussi à ce moment-là, enfin, j'ai fait le lien par rapport à cette étude aussi, ce qu'on sait et ce qu'on pratique aussi naturellement, mais c'est vrai que si on veut travailler la concentration et la mémoire, peut-être avoir des pratiques de méditation, de certaines respirations aussi que l'on voit aussi dans la formation, certaines pratiques et postures de yoga qui vont favoriser aussi l'oxygénation, un peu le drainage, la circulation aussi sanguine au niveau du cerveau, etc. Enfin, qui vont faire circuler aussi prana, l'énergie, etc., peuvent se faire le matin et ils vont aider aussi au niveau cognitif, en tout cas. On peut travailler aussi enfin, la résilience, l'équilibre, etc. Enfin, c'est vrai il y a certaines pratiques qu'on va plutôt faire le matin. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez. Et puis, je vais juste vous laisser stopper un petit peu l'enregistrement. Je vais revenir à vous aussi. On va voir si déjà il y a des questions par rapport à ça. Et on va passer aussi par une petite pratique alors, une pratique que vous connaissez peut-être aussi, mais vous ne connaissez pas le nom, qui est aussi issue d'une tradition enfin, yogique qui m'a été transmise, où j'avais peut-être pas compris peut-être tout le sens aussi, et je vais voilà, vous le donner, puis on fera une visualisation aussi qui est liée à la concentration et la clarté. Et là, je vais vous laisser me dire aussi si vous avez peut-être des questions qui viennent aussi par rapport à ce qu'on vient de dire et cette conversation qu'on a eue. Ok. Et là, je vais vous inviter à une pratique, à une visualisation. Euh, et je voulais vous parler aussi juste un petit peu aussi d'une pratique qui m'avait été transmise et que vous connaissez aussi peut-être, enfin, certainement, mais qui est une paire, enfin, on utilise un petit peu une paire d'opposés, enfin, le positif, le négatif. Mais ça peut être assez, des fois, enfin, pas compris comme ça devrait l'être. Et cette pratique s'appelle Pratipakshvana. Pratipaksa Bhavana. Et
souvent, cette pratique, comme, enfin, pour celles qui connaissent, on dit que c'est un petit peu la paire d'opposés. Donc, ça peut être peut-être sur son cahier, ou prendre deux feuilles, prendre une première feuille et de noter un petit peu peut-être euh, les choses négatives sans être trop négatives. On peut commencer par des petites choses, peut-être. Ok, il pleut. Et le mettre sur sa feuille. Et puis, mettre une autre feuille à côté et noter aussi des choses positives, un petit peu le pendant. Et c'est pour ça qu'on pense souvent à une paire d'opposés, mais c'est pas une paire d'opposés. Et par exemple, si je dis, ben voilà, là, il pleut, donc bon, c'est pas super sympa, on est d'accord. Mais le pendant peut être, ben, ok, je vais passer du temps qualitatif à l'intérieur, peut-être prendre du temps pour, peut-être pour moi, pour faire du rangement, pour lire, pour méditer d'une façon différente. Par rapport au changement aussi qui s'opère à la préménopause ou ménopause, c'est se dire, ok, euh, je vois qu'il y a des changements, je comprends pas trop ce qui se passe, enfin, je suis pas moi-même, etc. Et finalement, l'autre côté, c'est que, ok, là, je comprends qu'il y a des changements qui s'opèrent, on en a parlé aussi un petit peu avant. Et finalement, il y a une beauté aussi, parce que je peux changer la perception que j'ai. En prenant un petit peu plus ce que nous apprend l'Ayurveda, la médecine chinoise aussi, enfin, les cultures asiatiques, enfin, ou même sud-américaines, en disant vraiment que euh, cette période d'âge d'or, de second printemps, elle est très très belle, enfin, elle est merveilleuse, où on va vers plus de sagesse, où on peut se sentir aussi beaucoup plus réaligné avec et aligné avec qui on est vraiment, euh, et en s'en fichant un petit peu aussi, comme je disais un petit peu avant, ben, de la perception des autres. Donc on est vraiment plus ancré dans qui on est, comment on veut aussi évoluer et continuer dans la vie, comment on transmet dans les relations aussi aux autres. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être, voilà, positif. Et en fait, donc cet exercice n'est pas en fait de penser forcément à l'opposé, c'est plutôt de pas penser à ce côté positif un petit peu comme une vertu. À chaque fois qu'il y a quelque chose, une pensée négative qui arrive, de dire, OK, je vais le transformer en positif. C'est pas forcément ça, mais c'est d'avoir une relation apaisée avec ce que l'esprit et le mental produit comme pensée, et d'être dans Ahimsa, la non-violence envers soi-même, donc de laisser ces pensées arriver plutôt et de les observer avec beaucoup de curiosité, de non-jugement, et, euh, et de les laisser passer, mais de, de penser finalement à l'autre côté, de contempler, d'observer quelle serait l'expérience et le résultat que ça pourrait avoir dans notre vie et notre quotidien si on agissait finalement et on pensait avec beaucoup plus de bienveillance pour soi, d'ahimsa aussi, avec les yamas, etc. Et donc, si on en revient à ça, c'est à la période de cette préménopause, ménopause, c'est en fait, ok, je suis plus moi-même, tac, tac, enfin, je commence à être moins tonique au niveau des muscles, hein, mais c'est de dire, ok, non, c'est une période de renouveau, je peux prendre, ma pratique peut évoluer, je peux avoir des pratiques plus introspectives, plus d'interoception, plus en profondeur. Je peux avoir des techniques de renforcement. Je vais vers une période de sagesse, de renouveau. Je vais utiliser mon énergie différemment et transformer aussi cela. Donc, et ça nous aide finalement à vivre cela et avoir une expérience et un résultat totalement différent. Donc, je ne sais pas si vous voyez aussi un petit peu. Et ça nous aide vraiment à être dans cette pratique du yoga et l'état du yoga qui est finalement hum, de faire avec, de contrôler, de manipuler un petit peu euh, les pensées et les fluctuations des pensées finalement du cerveau. Donc c'est pas de les arrêter, c'est pas d'inventer encore plus peut-être de mensonges ou de réalités ou de les amplifier, de s'inquiéter aussi un petit peu plus, mais c'est de choisir des choses qui sont plus apaisantes pour nous, qui nous font pas mal, donc qui sont plus dans l'esprit d'Ahimsa, de non-violence.
et de voir plus vraiment la réalité et d'être dans quelque chose aussi qui nous permet de bien vivre, de mieux vivre, de vivre ce qu'on a à vivre de manière aussi plus épanouie. Et c'est vraiment ça, finalement, aussi, le yoga, la Ayurveda, c'est un système qui nous aide simplement à vivre là où on est, avec les situations qui nous sont données, les changements aussi qui nous sont donnés. Donc c'est simplement contempler aussi ce qui devrait être avec peut-être ces pensées qui arrivent, ces expériences, et, euh, et voilà, de simplement réaliser euh, enfin, et je peux retourner sur ce chemin aussi de changement positif pour bien vivre ma vie, mettre en place peut-être des actions, des pratiques, des ajustements, des choses pour bien vivre moi, ma vie, et vivre bien aussi avec les autres et son environnement. Donc ça, c'est un petit peu aussi cette pratique euh, de Pratipact Sabhavana. J'ai toujours énormément de mal à le dire, mais qui peuvent aider. Donc, on peut utiliser une feuille où on note, voilà, ce qui nous arrive comme pensée qui peut être un petit peu plus peut-être négatif par rapport à son expérience aussi avec la préménopause, avec la ménopause. Et sur une autre feuille aussi, euh, quels sont peut-être les aspects plus positifs ou comment veut le vivre de manière plus positive, épanouie, qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà avec les éléments dont on a discuté aujourd'hui, ça peut vous donner certaines notions. Et voilà. Alors, on a une autre pratique que j'avais prévue, bien sûr, j'ai un petit peu débordé au niveau du temps. Donc, je vais vous l'enregistrer tout à l'heure et vous l'aurez dans le replay. C'est une pratique de visualisation, de méditation qui nous aide à avoir beaucoup plus de clarté, nous aide aussi dans notre compréhension, dans notre concentration, euh, dans finalement aller repuiser ou révéler et laisser se révéler notre sagesse qui est déjà là et notre intuition intérieure, donc qui accompagne vraiment cette période et cette étape de vie. Donc là, je vous le remettrai aussi dans le replay. Et puis, je vais juste terminer aussi un petit peu pour voilà, vous reparler un petit peu de la formation si vous voulez aussi la suivre. Donc, euh, elle peut vous accompagner au niveau de votre parcours personnel, de votre pratique personnelle aussi. Également, si vous souhaitez enseigner, accompagner, parce qu'on a vu qu'il y a un énorme besoin. Et on voit toujours trois parties aussi. Donc, cette compréhension, cette discussion, ces échanges que l'on a, cette connaissance de soi euh, au niveau biologique, physiologique, anatomie, etc. Mais également les recherches scientifiques actuelles que l'on peut avoir pour qu'on puisse avoir les connaissances et avoir beaucoup de discernement. Et puis on voit aussi, on va plus loin dans les perspectives du yoga, de l'Ayurveda, au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, etc. Notre connexion au vivant, à notre place aussi dans ce monde. On voit aussi, après l'application pratique, et d'une manière aussi beaucoup plus globale et aussi que vous allez pouvoir individualiser par rapport à vous et à vos besoins. Donc, on voit aussi des types de ménopause selon l'Ayurveda. Donc, on parle, pour celles qui connaissent aussi des doshas, types de ménopause enfin, voilà, il y a des types de ménopause selon l'Ayurveda. Donc, on voit comment mieux comprendre ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de la pratique de yoga et de recommandations ayurvédiques avec l'alimentation, des routines, des soins, euh, des rituels, des mantras, différentes choses, des mudras aussi. Et on voit de manière plus ciblée aussi quand on doit soutenir et porter une attention un petit peu plus particulière sur ce qu'on peut vivre. Et donc, ça peut être le brain fog, les bouffées de chaleur, insomnie, sommeil, ce que j'appelle ménobélie, c'est ce ventre aussi voilà, qu'on peut ressentir peut-être disgracieux, mais qui a une vraie fonction. Donc, on apprend aussi à avoir une transition aussi dans notre conversation avec notre ventre, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aussi?
Par rapport à l'anxiété, l'irritabilité, on parle aussi un petit peu plus d'intimité, de sécheresse vaginale, de libido, de composition corporelle, de différentes choses. Comment on peut accompagner aussi notre vitalité, notre longévité en bonne santé pour préserver, soutenir sa santé cognitive. Il y avoir plus de risques quand on est femme à cette période-là. Aussi musculo-squelettique, donc c'est nos muscles, c'est nos articulations, c'est nos os. Et au niveau cardiovasculaire, au niveau du cœur, au niveau euh, plus aussi cérébral à nouveau. Et on voit aussi comment accompagner, transmettre, donc comment on peut mettre en place notre pratique personnelle et qu'elle s'intègre dans notre quotidien sans surcharger. Euh, Comment on va pouvoir accompagner de manière personnalisée, individualisée aussi des élèves, selon les modèles ayurvédiques, également des koshas et socio environnementaux, et comment on peut avoir ces moments de partage, d'échange, ces espaces dont on a tant besoin, comme on l'a vu aussi, que ce soit dans des cours collectifs, en cercle, en atelier. Et puis, ça, c'est juste la plateforme que vous voyez. Il y a une plateforme, mais on a des rencontres aussi en live, en visio. Et donc, voilà, peut-être que vous voulez suivre la formation pour vous ou parce que vous avez ce projet aussi d'accompagner vos futurs élèves aussi, des élèves qui sont dans en préménopause, en ménopause ou autre. Donc là, vous êtes les bienvenus aussi pour rejoindre la formation et puis vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Il y a un tarif aussi avec des réductions jusqu'au 15 septembre. Il y a inclus aussi un cycle du cours yoga et pré-post-ménopause dont vous pouvez profiter. Vous pouvez aussi rejoindre ce cycle uniquement euh, si vous le souhaitez. Et dans l'enregistrement, je vous mettrai encore d'autres ressources parce on a, hop, il y a des articles de blog, voilà, différentes ressources que je vous transmettrai aussi et que vous pourrez consulter aussi à votre aise. Et si vous avez besoin aussi d'un accompagnement plus personnalisé en yoga, yoga thérapie, ayurveda ou autre, n'hésitez pas non plus à me contacter. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre présence, d'avoir été là, d'avoir partagé cet espace. Euh, on reste en contact. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions ou besoins, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.